Donc, bonjour, j'aimerais vous souhaiter la bienvenue à toutes et à tous à ce panel qui promet d'être fort stimulant et inspirant. Je me présente, Pascale Robichaud, directrice des politiques stratégiques et aussi championne des langues officielles pour Bibliothèque et Archives Canada. Hello, I would like to welcome you all to the panel which should generate stimulating discussion. Please let me introduce myself. I'm Pascale Robichaud, Director, Strategic Policies, and also our official languages champion for Library and Archives Canada. Cette rencontre-là, elle est, vous allez voir, il y a des gens qui vont parler en anglais, en français, c'est une rencontre bilingue. So please feel free to use the official language of your choice. It will be bilingual and people will speak their language of preference. J'aimerais tout d'abord remercier nos panélistes, parce que sans eux, on n'en aurait pas de panel. Donc, nos panélistes, c'est M. Alexandre Chartier, Christine Dupuis, Anna Gomez, Robert Richard et José Thériault. Je pourrais les présenter un petit peu plus longuement au moment où est-ce qu'ils prendront la parole. So to better serve the public, it has become increasingly important to expand and improve the online presence of Canada's documentary heritage. To achieve this, official language minority communities, OLMCs, are working hard to make archival collections, library collections, and other historical sources available in various digitized formats online. C'est la raison pour laquelle les réseaux archivistiques et des bibliothèques des CLOSOM de BAC organisent cette rencontre aujourd'hui, qui vous permettra d'en apprendre plus sur les projets de numérisation de 4 de ces institutions membres, incluant les enjeux rencontrés et les leçons apprises. Donc, ça devrait être intéressant. Et je me dois aussi, j'ai remercié mes panélistes, mais je me dois de remercier également les membres du réseau archivistique et des bibliothèques parce que c'est grâce à eux si on choisit des sujets qui sont pertinents, on les consulte et ils nous aident énormément. Donc, sans plus tarder, je vais laisser la parole à nos panélistes, en commençant, et juste pour que vous sachiez comment on a déterminé l'ordre, c'est par ordre alphabétique. Donc, il n'y avait pas de science derrière tout ça. Donc, je vais demander à M. Alexandre Chartier, qui est directeur général de la Société historique de la Saskatchewan, de nous parler de son projet de numérisation. Monsieur Chartier. Bonjour, merci beaucoup Pascal, merci Patrick, merci à tout le monde. Ça me fait plaisir de voir, il y a pas mal de monde, c'est assez impressionnant. J'espère que ça va bien chez vous, que vous avez beaucoup de chaleur et un temps plus ensoleillé qu'ici, là où je me trouve. Aujourd'hui, je vais vous présenter assez brièvement, dans le fond, le projet qu'on a déposé à Bibliothèque et Archives Canada il y a déjà bientôt 3 ans, dans le fond, puisqu'on a finalisé le projet qui touche la numérisation du journal L'Eau vive de 1971 à 1998. Alors, je vais vous partager des présentations couleur du soleil, d'ailleurs, je vais me rendre compte de ça. Et hop là, fait que si vous ne voyez pas, vous criez haut et fort. Sinon, je vais continuer. Dans le fond, le journal L'Eau vive, c'est le journal communautaire pour la communauté francophone de la Saskatchewan. Il existe depuis 1971 et avant 1971, on a eu une succession de journaux depuis le Patriote de l'Ouest, donc depuis 1912, ensuite avec une fusion, enfin du moins une relation avec la Liberté le Patriote. Et entre-temps, on a eu une vacance d'un peu plus d'une dizaine d'années pour une panoplie de petits journaux qui étaient plus des journaux relatifs, non provinciaux ou non globaux, mais beaucoup plus régionaux, qui ont vivoté, on va dire ça. Avec le journal L'Eau vive, on s'est concentré dessus parce que c'est un représentant essentiel de la vitalité de la communauté. Au niveau de la Française-Coisie. Il publiait, oui, toutes les semaines. Aujourd'hui, on est à un numéro toutes les 2 semaines, hormis en été. Le journal existe toujours, mais à 2 reprises, il a cessé ses activités et a repris assez rapidement après. Donc, il y a quand même un attachement, un témoignage de la communauté à ce produit-là qui est assez important. Le journal a été en édition papier de 71 à 1998. À partir de 98, l'ordinateur
a commencé à gagner. Et donc là, à ce moment-là, le journal était produit de manière numérique, mais il était imprimé, bien sûr. Aujourd'hui, on est à une édition numérique beaucoup plus forte. Donc, comme vous le savez, l'industrie du papier a été sacrément modifiée dans les années 2010. Et on s'est arrêté en 1998 juste pour des raisons archivistiques évidentes. Dans le fond, les formats de numérisation sont encore à travailler avec la coopérative. Alors justement, pourquoi je vous parle de coopérative? Parce que le journal L'Eau Vive est géré et un produit, une activité de la coopérative des publications françaisoises. C'est elle qui donc gère le journal. Le projet visait à numériser l'ensemble de ces papiers-là. On les voit en haut à gauche avec des livres reliés et d'autres en vrac, mais vraiment en vrac dans les cartons où les anciens employés et directions, puis les journaux pliés qui recevaient de l'imprimeur directement dans les cartons. Pourquoi on a choisi L'Eau Vive? Je vais vous parler après des étapes. L'élément important pour nous, c'est qu'en tant que nouveau centre d'archives francophone et nouveau centre d'archives en Saskatchewan et dans l'Ouest aussi, il était important pour nous d'avoir une dimension de popularisation de nos services, étant donné que la communauté est très peu au courant de ce que c'est une archive et un centre d'archives et de quels services ça peut proposer. On avait besoin aussi de rassurer dans ce sens-là la communauté dans les capacités qu'on pouvait mener. De l'autre côté aussi, c'est que même si le journal n'est pas considéré au proprement dit comme une archive de source première, bien sûr, mais c'est l'intérêt qu'il y avait dans ce journal-là au niveau des usagers. Donc c'est vrai que c'est bizarre, on va un peu à l'encontre de la pratique archivistique à l'état pur, mais le besoin, on va nous se diriger par le besoin pour aller chercher la clientèle et etc. et faire tourner le centre d'archives. Donc en état de démarrage comme on l'était, c'était un élément très important et fondamental. Auquel cas, aujourd'hui, on a beaucoup de clients intéressés à travers le Canada. Je voulais juste vous dire ces deux points-là qui étaient vraiment importants, qui peuvent être assez différents de ce qu'on peut voir sur d'autres centres d'archives beaucoup plus déjà mis en place, en fait. La première étape du projet a été tout un aspect de préparation. On s'entend qu'on est un centre d'archives natif, donc on a une salle minuscule, si je peux pas dire autrement que ça, parce que on est en dessous de 700 pieds carrés, je peux vous dire que c'est vraiment petit. Donc ça pose des défis grands aujourd'hui, mais on démarre petit et on grandit comme la tortue petit à petit et ça fonctionne très bien. Donc le travail à travers ce projet-là était aussi donc de s'outiller et d'avoir du matériel pour démontrer notre capacité à long terme. Donc, on a eu un achat de numériseur, bien sûr, particulier à grand format, qui a été nécessaire pour travailler avec les dimensions. Surtout, il y a eu 5 années où les dimensions étaient hors format traditionnel. Ce qui est assez intéressant avec le projet, c'est que on va un peu à l'encontre de ce qu'on peut voir dans les statistiques, c'est qu'on a beaucoup de ressources humaines qui sont intéressées à travailler avec les archives et on arrive assez facilement à recruter des gens, que ce soit employés ou bénévoles. Alors, je ne sais pas pourquoi, j'ai pas compris la recette magique, mais ça fonctionne assez bien, ça attire les gens et ça attire les jeunes. Donc, on a une relation assez étroite avec la cité universitaire et d'autres partenaires, bien sûr, mais on a eu au total de 9 employés et bénévoles qui ont travaillé en continu sur le projet. Et dans la préparation, on a eu un travail de traitement, bien sûr, de classement, surtout de détachement des reliures, parce qu'on n'a pas retrouvé les formats anciens, bien sûr, dans un non détaché, naturellement, et un reclassement des éditions en vrac qui pouvait être passablement assez long, vu la quantité de numéros, on était à plus de 1000 numéros. La deuxième étape était bien sûr la numérisation. On a donc sur les 27 volumes identifiés, un peu plus de 1000 numéros, un total de 14 000 pages. Au total, le travail a duré 5 000 heures sur les 3 années consécutives. Alors, ce qui était assez intéressant, c'est que au fur et à mesure de l'avancement du projet, la communauté est venue nous voir assez rapidement et ça a créé un flot, une sorte de raz-de-marée d'intérêt pour travailler sur d'autres archives. Donc là, l'intérêt de dire numériser, parce qu'on en a besoin pour faire du projet de valorisation au niveau communautaire, c'est des demandes qu'on a. Et au final, la salle du numériseur était occupée quasiment 4 jours sur 5, en tout temps. Donc c'était assez impressionnant sur la rentabilité du mécanique, elle était vraiment là en fait. Donc c'est ça. La dernière étape, au niveau de la préservation,
Donc, la préservation du format papier a été faite, bien sûr, dans la toute petite voûte qu'on a pour l'instant. Le format numérique, oh, une petite erreur, le format numérique et informatif PDF-A et PDF, on a travaillé sur une reconnaissance du contenu OCR pour permettre aux chercheurs de pouvoir travailler un petit peu avec les contenus. Évidemment, c'est pas une recherche at large, il faut ouvrir chacun des documents, ce qui peut compliquer un petit peu rendre le travail très fastidieux. Au niveau des sauvegardes, on est encore en travail sur cela. L'objectif des 3 copies de support à une copieur site est en chemin. Je peux vous dire qu'on ne va pas le faire, si on va le faire, mais il est en chemin. Et la dernière étape sur la valorisation, je vais assez vite, je vais parler des points plus précisément après. En termes de valorisation, on a travaillé sur une ligne de temps avec le Timeline.js, on a mis en place un SharePoint et on a retrouvé, comme je vous disais, beaucoup de nouveaux usages et usagers comme le public scolaire. Il faut savoir qu'avec la Société historique, on a un immense pôle en fait au niveau scolaire parce qu'on est financé par le ministère de l'Éducation, ce qui nous permet de générer des employés. Donc, la transformation ou la valorisation des produits d'histoire, qu'ils soient artefacts ou archivistiques ou de la mémoire, on a une bonne expertise, on le fait assez rapidement. Donc ça, c'est intéressant parce qu'on a des usagers qui nous viennent directement nous voir et on peut faire même un travail de recherche à partir de là et de collecte. Là, le journal, évidemment, est un super bon outil pour travailler en classe, que ce soit sur l'histoire de la communauté ou la compréhension de la communauté francophone, par exemple, ou des dimensions de fake news qu'on a déjà travaillé. Je ne sais plus comment on dit en français d'ailleurs, des fausses informations. Donc, ça, c'est des éléments assez intéressants quand on veut enseigner l'histoire pour des secondaires, par exemple. Au niveau du Timeline.js, je vais essayer de vous changer le partage pour vous montrer. Attendez 2 secondes. Et voilà. Le Timeline.js, c'est un outil de développement qui permet de développer par Nightlab, qui est je ne peux pas dire une application, mais plus un site web applicatif développé par des universitaires, gratuit. Je ne sais pas, je vais juste aller vous montrer ça rapidement, qui est gratuit et qui propose une panoplie d'applications diverses et variées, entre autres Timeline, qu'on retrouve ici, et qui permet de développer des lignes de temps de manière assez responsable et intelligente. Là, à ce moment-là, on a eu, c'est un travail d'ailleurs avec la bibliothèque, une présentation à la Bibliothèque et Archives Canada qui nous a fait bondir sur ce projet-là. Ça avait été présenté par le CRCCF à l'époque. Et on avait un besoin de développer des lignes de temps et on a plongé dedans littéralement pour travailler sur l'eau vive. L'idée était de développer un outil qui soit suffisamment accessible et compréhensible et qu'il y ait une sorte d'interaction, d'intuitivité à l'intérieur du produit. Ça, c'était quelque chose de vraiment important pour capter l'attention. Pour ce projet-là aussi, on a travaillé en collaboration avec Radio-Canada et la coopérative. Alors, je sais que Radio-Canada, c'est un peu extraordinaire, mais on a réussi à avoir un partenariat pour leur faire sortir une partie de leurs archives, et du moins sortir ou leur faire dévoiler plutôt une partie de leurs archives. Donc, on a réussi à trouver des formats numériques pour les faire publier à l'extérieur des sites de Radio-Canada. Okay. Ça, c'était vraiment fastidieux et ça a mené en fait à un partage d'une ligne de temps qui est assez intuitive, auquel cas on peut voir des vidéos d'époque, là pour le coup, je vous entendais pas le son là, mais c'est des vidéos de Radio-Canada mélangées avec des archives qu'on a pu trouver dans les archives de l'eau vive. Donc c'est ça, donc on a une 20-25 dates, je crois qu'une vingtaine de dates, si je me souviens bien, mélangeant des archives de Radio-Canada et des archives qu'on a nous. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on peut bien aussi stigmatiser la relation qu'on peut avoir avec les médias, dans le sens où Radio-Canada existe depuis une certaine époque, et donc avant ça, ils se sont complètement démunis au niveau archivistique et historique. Et après ça, ils prennent le relais. Donc il y a une complémentarité qu'on a réussi à mettre en avant à travers ce projet, qui a mené à beaucoup d'autres projets de collaboration avec Radio-Canada sur l'ensemble des anniversaires dans la communauté. OK? Je vais revenir. Est-ce qu'il y avait des messages? S'il y a des messages, n'hésitez pas. OK. Au niveau des appuis, je ne vous ai pas parlé juste avant. Je n'ai pas regardé le nombre de minutes, mais tu m'arrêteras, Patrick.
Mais l'autre point qu'on avait aussi développé, c'est le SharePoint dédié. Ça, c'était un point encore si on se pose en question sur l'accessibilité des archives. À la fois, on a beaucoup de demandes au niveau des chercheurs et c'est assez compliqué au niveau numérique pour nous, à notre dimension encore, d'avoir un mécanisme ou un système numérique suffisamment compétent pour donner des droits d'accès et des droits aussi limités pour pas que les utilisateurs aient tendance à prendre toutes les archives. Parce que c'est vraiment le cas au niveau des chercheurs. Ils viennent littéralement pour tout voir et prendre. Alors, il y a une dimension de redavabilité qu'on a encore en questionnement. Quoi qu'il en soit, le SharePoint a été développé. Au niveau des appuis, et ça c'est un point à retenir pour le projet, tout ce qui est surligné en gras, c'est des partenaires qu'on crée autour du projet. Donc en fait, ce que je tiens à souligner, c'est que là, Bibliothèque Archives Canada a été le levier premier et probablement principal d'ailleurs pour attirer ces ensembles de partenaires-là. Le Saskatchewan Council of Archives and Archivists a aidé également au niveau de la production. Le ministère de l'Éducation, toute l'infrastructure du centre qui a été mis en place d'ailleurs parallèlement dans la première année. On y retrouve tous les programmes Jeunesse Canada au travail, emploi d'été. C'est certain que chaque année, on a 4 à 5 jeunes par année. Ils ne travaillent pas uniquement sur le projet, mais c'est des jeunes qui sont essentiels à ce travail-là. Et étrangement, c'est des jeunes aussi qu'on arrive à former peut-être à de l'intérêt aussi en archivistique, à travailler ou à la bibliothéconomie. Juste pour vous dire qu'ils sont, certains sont prêts à changer d'orientation. La cité universitaire francophone, avec le soutien du secrétariat du Québec aux relations canadiennes, avait trouvé du financement qui nous permettait d'avoir des assistants de recherche qui travaillaient également sur le projet. Donc, il y a une collaboration et une application immédiate à la valorisation du travail numérisé. Et bien sûr, comme je le disais tout juste avant, la coopérative de publication française et Radio-Canada, Saskatchewan. C'est certain que les archives sont appuyées par un ensemble d'archivistes émérites et non émérites au Canada, parce qu'il y en a un peu partout maintenant. Donc, ces appuis-là nous ont permis aussi d'aller de l'avant. Donc, ça, c'est la dimension ça, je tiens vraiment à souligner ça, parce que je vais même du mal à les faire rentrer dans le PowerPoint sur une diapo pour vous faire sourire, là, mais il fallait les rentrer dans une diapo et j'ai réussi comme ça. Mais l'élément important dans des projets comme ça, c'est la masse de partenaires qui permettent de la production à la diffusion, de tous remplir un rôle. Au niveau des résultats, on va se retrouver avec un traitement du fonds des archives et pas uniquement de l'OVIV, mais ça a débordé sur la coopérative des publications françaises. Donc le fonds a été complètement traité. Au début, ils étaient assez craintifs du travail qu'on pouvait faire. Ils n'étaient pas encore prêts à nous donner leurs archives, autres que l'OVIV, pour lesquels on possédait déjà d'ailleurs. Et en fait, ça a mené en cours de route au dévoilement de l'ensemble des archives et à la signature aussi d'une entente concrète. Là, à ce moment-là aussi, on a travaillé sur une assise, comme je le disais au début, une assise sur l'expertise et la légitimité du centre auprès de la communauté et des services. On a une croissance fulgurante parce qu'entre-temps, dans les 3 années, on a eu beaucoup de demandes, que ce soit au niveau des institutions ou des personnes de la communauté, voire même des publics anglophones aussi. Certains sont intéressés à travailler avec nous, surtout quand on parle des établissements municipaux qui sont très multiculturels. Sensibilisation à la saine gestion des documents et des archives. Le projet aboutit sur un autre projet en cours avec un autre bailleur de fonds sur des projets de gestion documentaire dans les organisations, chose qui n'était pas là avant. Ça fait quand même depuis 1992 qu'il n'y n'y avait plus d'archives francophones en Saskatchewan. Donc, ça a mené à un désagrément des compétences au sein des organisations. Et du coup, je vous laisse, vous le savez très bien là, mais je vous laisse imaginer avec les 20-30 d'organisations qu'il peut y avoir, un vrai vrac. Et la formation et la rétention de l'archiviste qu'on a actuellement à Patricia, qui était en charge du projet. Et finalement, le projet d'ailleurs de gestion documentaire nous permet d'aller maintenant chercher un deuxième archiviste. Alors, il y a 3 ans, on n'avait rien. Juste pour vous donner un peu le cheminement, ça a été et c'est encore très fulgurant, là, juste pour vous dire. Donc, la courbe d'apprentissage, elle est élevée là pour leçon apprise. Alors, leçon apprise. Avoir de l'espace et des tables pour s'étaler, il fallait que je le mette celui-là. Je sais que c'est ridicule. On dit ça à des cours 101 des étudiants, mais il fallait que je le répète encore parce qu'on n'a pas l'espace et les tables pour s'étaler et on les a toujours pas. C'est des choses qu'on dit quand on fait de l'expertise et de la consultation.
Mais pour nous aussi, ça a été un vrai problème. Donc, on a dû s'arranger et au final, ça s'est bien passé. Mais ça, c'est une leçon apprise où il faut vraiment qu'on s'organise pour ça. S'entourer d'expertise et de professionnels, j'en ai parlé juste avant. Donc, les partenaires en font partie et c'est essentiel à la stabilité d'un projet. Plus vous avez de partenaires, plus vous serez stable et viable au niveau des barrières de fonds également, juste pour vous signaler. Et ne jamais oublier la préservation des fichiers numériques. Ça, je vous le dis là aussi en tant que pour ce projet-là, mais à d'autres positions, d'autres casquettes aussi quand on voit des projets. La préservation des fichiers numériques est souvent oubliée ou mise de côté. Une fois que c'est numérisé, on fait quoi avec? Et là, c'est très mal décrit. Il y a toute une mécanique de technologie informatique informationnelle qui est précieuse et qui est difficile quelquefois à avoir au niveau de la compétence, surtout au niveau de la compétence en français quand on est en situation minoritaire, c'est passablement difficile. Donc ça, c'est un aspect très important qu'on a dû mettre en place et apprendre par nous-mêmes. Je ne sais pas si j'ai fait mon 10 minutes. Est-ce que tu veux que je parle plus? Je peux parler encore plus si vous voulez. Patrick, on est dans les temps. Ben, un énorme merci, Alexandre. Merci, Moi, Pascal. ce qui me marque, écoute, c'est vraiment intéressant de voir l'effet multiplicateur d'un projet, puis de voir aussi les résultats qui sont accomplis. Mais ce qui me marque, c'est quand on parle dans les résultats, la légitimité auprès des communautés, ne serait-ce que d'avoir été capable d'aller dans une période de pénurie de main-d'œuvre comme celle-là. Je pense que ça parle, ça le dit comment c'est important ce genre de projet-là pour une communauté si on est capable d'aller recruter autant de bénévoles. Pour moi, je trouve c'est tellement difficile en ce moment d'avoir de la main-d'œuvre et des bénévoles. Je pense que vous avez, il est bien enchâssé dans la communauté, ce projet-là, puis de voir tout l'effet multiplicateur que ça a. J'étais dans les subventions contributions dans une autre vie au gouvernement du Canada, ça fait que je trouve ça toujours intéressant d'entendre parler des projets. Je vais maintenant passer la parole à Christine Dupuis, qui est responsable des archives du Centre de recherche en civilisation canadienne-française, en bon français, le CRCCF, pour ceux qui connaissent mieux, de l'Université d'Ottawa. Donc, Christine, je vous laisse la parole. Une rectification, on a changé de nom, je pense, depuis que j'ai fourni ma biographie. Maintenant, c'est le Centre de recherche sur les francophonies canadiennes. Donc, c'est vrai, on garde l'acronyme CRCCF. OK, j'aurais dû faire ça comme ça. Merci, Christine. Merci des présentations, Pascal. Moi, aujourd'hui, je vais vous parler d'un projet qui a été mené par le CRCCF en partenariat avec la communauté. Je vais vous partager mon écran. Je pense que vous pouvez voir mon écran. C'est comme un genre de PowerPoint avec des photos. C'est bon, merci Patrick. Donc, le projet s'intitule Préservation et diffusion des photos des familles francophones de la base ville d'Ottawa. Donc, c'est un partenariat avec la Maison de la francophonie d'Ottawa qui ont eu du financement de la ville d'Ottawa pour vraiment conserver les expériences des francophones par le biais des albums puis des photos des familles francophones. Donc, le projet là, était vraiment dans 3 phases qui étaient l'acquisition de fonds d'archives photographiques de ces familles-là, une deuxième phase de numérisation, puis la troisième phase de description d'un point de vue archivistique. Puis dans les prochaines étapes du projet, là, on sera vraiment dans l'aspect recherche avec les chercheurs. Donc là, vous avez peut-être une idée là, de ce qu'on peut retrouver dans les albums. Donc, l'idée principale, c'était de conserver ce patrimoine-là qui habituellement est conservé dans les maisons des individus, dans des greniers, dans des sous-sols, dans des conditions peu optimales, puis de partager un peu là, ce que ça pourrait ressembler le quotidien des familles francophones de la base ville d'Ottawa. Donc, c'est surtout là au début des années 1900-1950, les familles qu'on a approchées étaient surtout là, des membres de la Maison de la francophonie. Donc, c'est notre partenaire principal dans ce projet-là.
nous ont beaucoup aidés. Puis, ça nous a permis d'aller chercher des archives qui sont un peu différentes du mandat habituel du CRCCF, qui était vraiment là, dans la littérature, dans l'Ontario français, qui est plus dans la recherche universitaire. Ici, on est vraiment plus dans le communautaire, puis dans une expérience plus quotidienne. Donc, l'objectif, c'était principalement de sauvegarder ce patrimoine photographique-là, puis de le partager avec la communauté. Donc, le projet, c'est un partenariat avec la Maison de la Francophonie. C'est fait en 2 phases. Puis là, on est vraiment là, rendu dans la description. Donc, c'est des albums de photos que les familles nous ont apportés au CRCCF. Je ne vous cacherai pas que la première phase du projet qui s'est passée en 2021 a été grandement affectée par la pandémie. Le projet avait été élaboré là, avant la pandémie, donc ça a eu un impact sur l'ampleur du projet. Mais on a tout de même, dans la première phase, recueilli des albums photos des familles Aubin, Aubry, Boulet, Castonguay, Fauché, Gratton, Labelle, Marchand puis Pollens. Puis parmi ces familles-là, on a numérisé 621 photographies qui ont été décrites dans notre base de données Atom. Donc, les photos sont vraiment là, du quotidien. La qualité n'est pas très bonne, mais vous voyez que c'est à l'intérieur du magasin. Ces photos-là, c'est de la famille Boulet. On en a, ils parlent ici, là, c'est un concours de beauté. Donc, on voit vraiment les activités de la communauté représentées en photos. Donc, notre objectif, c'était aussi d'écrire ces photos-là pour les rendre accessibles aux chercheurs. D'autres photos sur le quotidien, là, un peu, avec la pluie qu'on a aujourd'hui à Ottawa, peut-être que ce sera nous avec nos voitures plus tard, mais je pense que ça permet d'avoir un regard différent sur le quotidien des familles. Là, à l'approche de Noël, on pourrait faire une étude avec ces albums photos-là, justement, sur les décors de Noël, puis les représentations de Père Noël dans les albums photographiques. Donc, la phase 2022 qu'on vient de terminer a principalement utilisé les photos de 2 familles qu'on avait déjà utilisées dans la première partie, mais qu'on a bonifié là, les numérisations qu'on avait faites. Donc, les familles Pollens et Boulet. Près de 500 photos numérisées, puis sont décrites dans Atom. Vous voyez un exemple de ce qu'on a dans Atom. Donc, le partenariat nous permet d'embaucher un étudiant ou un technicien qui numérise les photos avec le numériseur. Les photos ne sont pas de très grand format, donc on utilise un numériseur standard, là, celui qu'on a au CRCCF. Contrairement à ce qu'Alexandre présentait, où on a besoin d'outils relativement spécialisés pour numériser les grands formats. Puis je pense que Robert et José vont nous partager quelque chose du même genre. Dans notre cas, c'est pas nécessaire d'avoir des équipements différents de ceux qu'on utilise à tous les jours. Donc, ça a été quand même un projet qui était facile à mener avec chacune des étapes. On avait un stagiaire différent qui était payé par la Maison de la Francophonie pour numériser tous les photos et les images, puis les décrire, les entrer dans notre base de données. Puis je vais vous montrer là, quand on est sur notre base de données, les photos, un peu ce que ça ressemble. Donc, il y en a plusieurs. Souvent, il fallait faire des descriptions de titres. Donc, on est vraiment là, dans les activités quotidiennes à la plage. Il y en a beaucoup de l'époque de la guerre, la victoire la parade de la victoire à Ottawa. Donc, on peut raconter plusieurs récits là, de voyages à partir de ces fonds d'archives photographiques-là qui sont très, très riches. Puis, là, on est vraiment là, dans la diffusion puis l'utilisation de ces photos-là.
Depuis, il y a quelques professeurs qui ont démontré de l'intérêt à la fois pour que les étudiants utilisent les photos comme un outil dans leurs apprentissages en histoire, mais aussi sur d'autres phases qui pourraient être dans différents quartiers d'Ottawa. Donc là, on est à explorer les prochaines étapes, mais ça nous permet d'avoir vraiment une belle représentation de ce que la vie des francophones pouvait être à Ottawa pendant une grande période. Puis ça nous permet aussi de partager les trésors de famille. Puis je pense que dans ce projet ici, c'était vraiment les relations avec les familles qui étaient importantes. Puis c'est vraiment le partenaire de la Maison de la francophonie qui nous a permis de vraiment entretenir ces relations-là. Puis de pouvoir conserver ces trésors-là. Donc, je vais essayer de rattraper un peu du temps qu'Alexandre a empiété sur mon temps, là, mais non, en gros, notre projet est beaucoup moins vaste, donc je pense que c'est tout. Je suis ouverte à des questions s'il y en a. Bien, merci beaucoup, Christine. Je pense qu'on va faire la période de discussion à la toute fin, mais je trouve ça intéressant, l'approche avec la famille. Puis effectivement, ça doit être assez différent de ce que vous faites habituellement d'être dans la communauté, mais ça rapproche les archives avec la communauté, puis on voit l'importance d'en avoir quand on se reconnaît dans les archives. C'est vraiment intéressant. Merci. On va passer à la prochaine personne. So Anna Gomez, she's the coordinator of the Quebec English-Speaking Communities Research Network. I will not even try to say the acronym because I think I'm not going to pronounce it right. Sorry, Anna. It's so from Questgreen. Concordia University. Sorry? Questgreen. Questgreen. Thank you. So from Concordia University. So Anna, it's for you. Okay. Let's start sharing the Okay. So good afternoon, everybody. I will be presenting the Community Knowledge Open Library, otherwise known as CKOL, which is a project of Questgreen, a research center at Concordia University. Okay, so what is CKOL? CKOL is the, as I said, the Community Knowledge Open Library that was launched on March 10th, 2022. It had been active for a few months before. We just wanted to test it and try it out and make sure that there were no glitches before the final launch was done in March. CKOL is a growing online full-text database of great literature from groups and stakeholders working with English-speaking communities in Quebec. That's a very long sentence, so I will just make it up in little pieces there. So it is a full-text database, which means I will show you later that when you click on a citation, you will get the text. So it's not just a bibliography, it is an actual repository of documents, and it's great literature. Okay, so what is great literature? Great literature, well, we define it as material that was intended for public consumption, but is not commercially published. It's, like the word says, gray, that in the sense it falls between archives and commercially published documents. So, for example, in our collection, we have annual reports, research reports, briefs, press releases, PowerPoint presentations, newsletters, among others. So the great literature provides timely information on priority issues, as well as captures a wide range of voices, especially minorities and women.
And this is usually information that is very hard to find because it's not readily available and it's scattered all over the place. So you're looking for specific information about a subject, you will have to visit several sites in order to get that information. Whereas at CCAL, you can find all that information gathered on one website. Right now, CCAL contains over 2,000 documents or resources, which can be accessed via a full text search engine. I will show you the website after. We can take a little tour. So why did we create this resource? It allows us to increase awareness and understanding of English-speaking Quebec by expanding the knowledge base. The literature is there, great literature is not. So now it's made available. It helps to preserve and disseminate material that is vulnerable to disappearance. Usually organizations archive certain materials and then they go, they are either archived in a digital form or paper form, but they are not, they could disappear, and it's very important information. And very important, the research support the production of research and evidence-based policy. So it's intended, the material is intended for community groups, researchers, policymakers, journalists, and knowledge users in general. We partner with organizations across the province. And right now we have 36 organizations that have partnered with QuestScreen on the CCAL project. Partners sign a distribution license agreement to make their material available on CCAL. Now, the material is some of the material rather, it's from the organization's websites. Some material is paper form that we did digitize and make it available to the users. The decision on about how to make what to make available is made in collaboration with the partner. Considering certain criteria, then the material will go on the but I have to say a lot of the material has already been digitized. QuestScreen has some funding for digitize material, but right now, so far, it's been mostly material that is already in digital form that is shared with CCAL. So now, what is the technology behind this open library? We are using an open source web application called Curco, developed by Whiskey Echo Bravo, a company based in Montreal. This application allows for faceted navigation and search interface. And the process is, the data is stored in Zotero. Then it's retrieved from Zotero, transferred to Curco in a format that is optimized for searching. We have hired a library technician who does the cataloging of the resources, of the documentation. Now, in terms of funding, CCAL is funded mainly by the Secrétariat aux relations avec les Québécois d'expression anglaise, SRQEA.
We also receive funding from the Department of Canadian Heritage, the Canadian Institute for Research on Linguistic Minorities, and Concordia University. Some of that funding that we received from these agencies may be used for CECOL initiatives. We have just received a one-year grant from Dialogue McGill for the project to add material related to health and social services in English-speaking Quebec. And the material is going to be mostly from partner members of the Social Services Network, CHSSN. So this is a one-year grant that will allow us to expand the database, allow us to hire 2 library technicians to do the cataloging, and to expand the database, especially on that area, health and social services. That is the main priority of this phase the next year. So since it is a growing database, we are looking for sustainable funding so that we can keep on feeding the database on a regular basis, as the great literature is constantly produced by these organizations. We also would like to expand add more organizations to our database, and to continue to expand it. And eventually, if possible, to include government documents, which maybe is if possible. I mean, there may be some copyright issues dealing with government documents, but it would be a good idea. So now I'm going to take you on a little tour of the website. So this is the website. As you can see, you can search by subject. You can search by geographical area, type, year, and when you click on a resource, let's say you're looking for this author, you look for author. So you find this document. Here you have the bibliographical information, and you can view the resource. So your resource is there. The document is there. It's all in PDF form. And now, a minute. I think I have to stop and go back to the website. It's here. So you have yes, there we go. So our partners, we not only present the on our website, you have a partner page that also gives brief information on the organization and includes the website to that organization. So you not only get the documentation that you're looking for, but you also get the information on the organizations that are partners in this project. So it's a way to also provide extra information to the users.
I think that's about what we are always in the look for. We are planning to reach out to approximately 30 organizations. That's what we're working on right now. We have extended invitations to 15 organizations, so we're waiting for them. And we would like to, the aim is to add, realistically speaking, 5 to 10 new organizations to the list of partners by the end of the fiscal year, March, April of 2023. This is very important information and documentation that is should be made available to researchers and policymakers and some different organizations. Thank you very much, Anna. I think it's going to generate a lot of questions. I know there's one right now, so I'm just going to ask you because I'm curious also. Do you use Kerko also for MARC cataloging? Very interesting project. So, for MARC cataloging? Yeah, Michael, maybe you want to just explain. Do you have your mic on? Okay, it took me a while to unclick my my audio, and my video is here. Sorry. Yeah, just for, I mean, we use Bibliomondo just for cataloging, and I was wondering whether we're not happy with the software. We'd like to replace it. I was wondering whether this open source could be our answer to our prayers. So, Kerko, could you explain a bit more about it? You said it's an open source. Yes, it is an open source web application that the Whiskey Echo, the company, tailors it to the organization. They have worked with several organizations, and the base is Zotero. So it's the cataloging comes from Zotero. So okay. You see, so you basically are using Zotero as your base. You catalog in Zotero, and then you just transfer the information to Kerko. Kerko has the capacity for the interface, so that you can search in several, by author, by subject, by geographical area, by dates. You can have several categories that you can search: author, keywords. So you have, but it's all coming from Zotero. So if you have it makes it then a little bit easier and to work, especially when you have a large amount of, big amount of documentation to navigate through. You need to make sure that those interfaces are nicely sort of blending each other so that nothing falls between the cracks, so to speak. So Kerko allows you to do that. It's open source, and the company basically tailors it to your needs. Anna, maybe that would be, maybe there's something that we can follow up also afterwards in terms of links that you can send to all the participants, since there seems to be a lot of interest, and I'm sure there will be more questions. I'm conscious of the time. Thank you very much. Je vais donner la parole maintenant à, attendez une seconde, à M. Robert Richard et José Thériault, qui sont archivistes au Centre d'études acadiennes Ansem-Chiasson à l'Université de Moncton. Et prenez votre plein 10 minutes. On a commencé un petit peu le panel avant. Oui, OK. Merci. OK, parfait. Merci. Bonjour. Et je vais commencer. Donc, la première chose que je vais expliquer, comme notre présentation ne va pas être pareille comme les autres, on n'a pas de visuel.
Puis nous, on ne va pas parler d'un projet en particulier, mais de plusieurs petits projets qu'on a eus au fil des années. Donc, une chose qui est importante à mentionner, le centre est divisé en 3 secteurs. Donc, le secteur privé, qui est les archives privées, le secteur institutionnel, qui est les archives de l'université, puis le secteur folklore, que Robert est en charge de. Donc, nous, au départ, on a commencé avec un petit numériseur qui était à production, qui était juste que ça prend le papier et ça le passe à la minute. Puis on avait commencé un petit projet avec l'Évangéline, qui était de numériser notre journal l'Évangéline, qui est un journal important en Acadie. Mais la difficulté qu'on a rencontrée avec ce petit numériseur-là, c'est l'Évangéline, au début, était plus étroite, mais est devenue plus grande. Maintenant, les journaux sont plus grands, donc on ne peut plus les passer dans ce numériseur-là. Grâce à comme grâce au financement que la COVID nous a donné, on a pu acquérir un numériseur à 25 pouces qui est à plat. Donc, ça nous permet de numériser les plus grands journaux et aussi les archives un peu plus fragiles. Puis, cette année, on a aussi acquis un numériseur à 48 pouces. Donc, lui, il est encore plus gros, puis il scanne en rentrant, puis ça tombe dans un panier après. Donc, grâce à ces 3 équipements-là, ça nous permet de répondre à plusieurs demandes puis de projets. Donc, les premières demandes, c'est plus comme pour la clientèle. Donc, les clients qui viennent puis qui veulent emporter des documents avec eux pour leur projet, on peut les numériser pour eux. Ou même les gens qui sont à distance, ça nous permet de les numériser pour eux aussi. On collabore aussi avec d'autres organismes, un peu comme le meilleur exemple que j'ai, c'est le Musée acadien à l'Université de Moncton. Par exemple, cette année, ils ont préparé une exposition, puis ils avaient besoin d'affiches pour mettre sur leurs panneaux. Ils sont venus faire appel à nous, à nos machines au centre pour les numériser. Ils ont aussi préparé des petites salles d'exposition au sous-sol de la bibliothèque. Donc, ils ont fait appel au manuscrit d'Antonine Maillet, qui est une auteure importante en Acadie. Puis, ça aussi, on a permis de les numériser comme True Color, à qu'est-ce qui ressemble vraiment, pour leur permettre de les mettre dans l'exposition. Sinon, les numériseurs nous ont aussi permis de faire un peu des projets personnels. Donc, par exemple, un de nos archivistes faisait une expo sur des ledgers. Le numériseur à plat nous a permis de tout numériser ces ledgers-là qu'il y avait besoin pour l'expo. On a aussi numérisé des fonds qu'on pense que le public utilisait plus, donc moins de manipulation du fond direct, donc plus meilleur pour la conservation. Puis les autres formes, c'est surtout comme des subventions aussi. Le meilleur exemple, c'est à chaque année, on a une subvention du CANB, qui est le Conseil des archives du Nouveau-Brunswick. Puis eux, il faut rajouter des documents dans leur base de données. Puis nous, ça nous permet aussi de les rajouter dans notre propre base. Puis là, cette année, on fait une partie du fonds de Francine Dion, qui est une photographe. Donc, elle a une grosse collection de photos. Puis on a décidé de commencer à faire dans ses boîtes à elle. Puis nos numériseurs nous permettent de faire ça. Je vais passer la parole aussi, maintenant à Robert pour le secteur de folklore. Pour les archives de folklore, déjà, le centre avait déjà commencé la numérisation au début 2000. Mais en 2008, quand je suis arrivé ici au centre, on a commencé une numérisation plus en masse. Fait que les 4650 heures qu'on avait d'audio sur bande magnétique audio et sur cassette audio ont été numérisées depuis. Là. Ça fait quand même peut-être 5 ans là, que c'est terminé. Là. Fait que si on peut répondre
dans une matinée, si on a une demande, on peut répondre assez rapidement là, pour envoyer des fichiers audio et des inventaires, des transcriptions. Par exemple, beaucoup de linguistes font appel à ces collections à cause que tu parlais acadien, par exemple. J'ai des linguistes à l'Université de Victoria. J'en ai une autre université en Roumanie, une autre en Allemagne, une autre. Ça fait que c'est ça, on peut répondre rapidement à cause des appareils. Entre autres, on a un numériseur de production qui numérise 110 pages la minute. Fait que les transcriptions se prêtent bien à ça, par exemple. Fait que ça, c'est l'élément à chiffre là. Puis après ça, pour continuer avec les subventions, la campagne de financement qu'il y a eu à l'Université de Moncton, qui s'est terminée il y a à peu près 2 ans. À partir de cette campagne-là, il y a eu une rénovation complète du sous-sol où on est installé, toutes les salles d'études, les salles de consultation, ainsi de suite. Aussi dans l'espace du magasin des archives, les espaces de rangement, des contrôles de l'environnement avec des désignificateurs comme industriels, aussi des nouveaux rayons amovibles, remplacer ceux qui étaient statiques. On avait encore une rangée de rayons. Avec les subventions de patrimoine canadien, qui est, c'est quoi? C'est PAM, c'est j'ai oublié, c'est PAM, c'est au musée, c'est subvention muséale, en tout cas, au musée de patrimoine canadien. Le programme d'assistance au musée. C'est ça, c'est le programme que je cherchais le mot. Fait qu'on a, depuis 3 ans, on a bénéficié de ça. Fait qu'on a acheté beaucoup des produits archivistiques avec la campagne de financement, de financement sur le campus. Ça a acheté beaucoup de nos appareils électroniques, comme entre autres un système de numériseur pour transférer nos films sur 8 et 16 mm qu'on n'avait pas. Fait qu'on peut numériser maintenant jusqu'à 2K et 4K, la qualité. Puis on a aussi on a des appuis qui viennent des archives provinciales du New Brunswick, la section de tout ce qui touche à la numérisation. Là. J'ai un appui d'eux autres pour des choix de machines, pour des choix des flots de travail ou des renseignements qui sont essentiels pour faire la numérisation. Même chose pour la BNAQ qui nous a soutenus pour la conversion des PDF, la reconnaissance des caractères, d'aller plus efficace, plus en autonomie, puis en gros lot de conversion. Fait que c'est ça. Puis aussi, il ne faut pas oublier le financement qu'on a eu, le soutien de nos employés ici, de nouveaux employés qui ont été embauchés, etc. De nouveaux employés qu'on n'avait pas à temps plein et régulier. Fait que en grosso modo, ça ressemble un peu à ça. Là. Si je m'arrête. J'ai des photos aussi des installations en temps et lieu. Merci. Est-ce que José, vous vouliez... est-ce que la présentation est terminée ou José, vous deviez faire un autre petit bout? Non, c'est bon. OK, merci beaucoup, merci beaucoup. C'est tout un projet, il y a énormément d'achats, puis il y a énormément de choses qui se passent dans votre projet. C'est intéressant. Puis de voir aussi qu'on travaille avec le Musée acadien. J'ai remarqué que dans tous les projets dont on a parlé, il y a un partenariat clé, que ce soit avec Radio-Canada, le Musée de la francophonie d'Ottawa ou le projet sur la littérature grise. En fait, c'est un projet de partenariat en tant que tel avec toutes les licences qui sont données, puis votre projet aussi avec l'Université de Moncton. Je vais remercier les panélistes. I'd like to thank all the panelists for the richness of the projects and also the variety. C'était vraiment divers comme type de projet dont on entendait parler à différents stades aussi. Ça fait que c'est vraiment intéressant. Moi, I'll stop right there.
And I guess what I would like to know is maybe you panelists have questions for the other panelists. So if that's the case, please, I think Patrick will check the hands that will be raised. Raise your hand. And also people who are participating to the I wouldn't say telespectators, obviously, but the other participants, if you have questions, you can either write them on the chat or raise your hand. Robert, on veut voir les photos. Bah. Montre-nous une photo, Robert. Ça marche? Vous voyez une photo? Vous voyez Oui, c'est ça? Oui. Oui. D'accord. Peux-tu nous expliquer ce qu'on voit? Là? Oui, ça c'est l'appareil de transfert numérique pour les films. Voilà. Ici, on met une bobine de film, ici on rentre. Le dessus, là, il y a la caméra. En dessous, il y a une lumière avec des lumières d'aile. Fait que ça numérise à peu près quoi, 17 frames par seconde, 7 images par seconde. On peut convertir après ça, ça sauvegarde dans les images, fait qu'on peut convertir après ça dans le format de fichier qui nous intéresse au point de vue vidéo. Merci. Oui, je vous écoute, allez-y, okay. Continuez. Non, allez-y, on n'avait pas tout vu. Ça, c'est le système de transfert de vidéo. Vous voyez les appareils VHS, demi-pouce, OpenReel, vidéo, des U-matic, des bêta, il y a toutes sortes de formats là-dedans. Ensuite, nos installations en arrière, vous voyez à la gauche les réamovibles. Il y en a encore un peu plus en arrière. Là. Du coup, vous voyez l'appareil en haut, Cassie. Il y en a à peu près 6 ou 7 de ces appareils dans le magasin des archives pour le contrôle d'humidité. Arrivé l'été, c'est plus facile de contrôler les soubresauts d'humidité, de température. Notre appareil pour notre numériseur pour le scanner de production, 110 pages à minute. Ensuite, une partie de nos rayons amovibles. C'est qu'il a fallu retirer environ 4000 boîtes d'archives parce que tout ça, ça a été remplacé, 4000 boîtes d'archives et 25 000 livres de publications qui sont dans notre bibliothèque. Il a fallu retirer et tout remettre. Je vais aller chercher notre numériseur 48 pouces. Où es-tu? Ah, ici. Notre numériseur 48 pouces, c'est celui que vous voyez à la gauche, sur un pied. Et puis, le scanner plat à droite, c'est celui de 25 pouces. C'est le même logiciel, un seul ordinateur. C'est la même compagnie qui fabrique les deux. Et voilà. Merci, Robert. Je vois qu'on a déjà des questions. Il y avait une première question. Denis Perrault avait levé sa main. Puis, il y a aussi une question, là, où on fera un suivi avec une question dans le chat. Hein. Denis. Merci. Mes deux questions, j'en ai une pour Alexandre. Et c'est comment est-ce que vous avez acquis vos compétences en numérisation? Comme est-ce que c'était juste question d'engager quelqu'un hautement compétent qui vous a formé par la suite? Ou est-ce que c'était plutôt des autodidactes, formation? Comment est-ce que vous vous êtes pris pour gagner ces compétences? Et c'est non seulement pour comme les fonctions, mais aussi savoir quel équipement acheter et tous ces enjeux-là. On a eu un peu des deux dans le fond où d'un côté on avait l'appui, on travaille étroitement avec les archives provinciales, Saskatchewan, on a une entente particulière avec eux pour maintenir un lien, étant donné qu'ils détiennent beaucoup des archives francophones encore aujourd'hui. Du coup, il y a une relation d'échange de compétences ou d'interopérabilité sur certains domaines. Ça, c'est plutôt profitable. Excusez-moi. J'avais allé de travers tout à l'heure, je me suis étouffé. L'autre aspect a été un travail de formation avec les opérateurs pour le numériseur. En fait, le numériseur offrait des services tiers au niveau de la gestion. D'ailleurs, je pense que l'ensemble des compagnies professionnelles offrent des services tiers qui permettent au moins de manipuler correctement les logiciels et les machines.
Et ensuite, ça a été du travail autonome, comme tu l'as dit. Ça, c'est de toute façon, dans tous les cas, il y a quasiment constamment un travail autonome sur ce genre de machine. Donc, il y a beaucoup d'heures à passer à faire des, entre guillemets, des bêtises, là, comme on dit, pour pouvoir maîtriser la mécanique. Là. On n'a pas le choix et beaucoup de blogs, de lectures. Je pense qu'on l'a tous fait quand les planistes l'ont ouvert. Là, je pense qu'on a tous ouvert à peu près une quinzaine de pages Internet pour aller voir tout ce que les gens disaient. Là, ben, c'est un peu le même principe. Là. On a passé beaucoup d'heures à faire de l'auto-formation. Merci. Je vais laisser les autres puis revenir si on a le temps. OK, ben c'est une autre question, en fait, dans la section chat pour Alexandre. C'est une question de Samuel Gaudreau-Lalande. Comment concrètement le projet a permis de générer un intérêt plus vaste pour les archives et votre organisation? Puis quelles ont été les clés de l'augmentation de l'intérêt du public? On a une position un peu particulière pour une archive. On est, pour l'Ouest aussi, on a une organisation communautaire d'abord. Donc ça, c'est un point, je le souligne, parce qu'on n'est pas une archive créée à l'intérieur d'un système universitaire ou avec des fondateurs universitaires. Je ne dis pas qu'on n'en a pas, mais on est une organisation communautaire. Donc on a toujours baigné dans les activités des organisations communautaires, dans le réseau, comme on dit. Ça, c'est un changement significatif par rapport à des archives dites de formation classique ou du moins universitaire. C'est souvent comme ça qu'elles se forment, même d'ailleurs les sociétés d'histoire. Ce qui fait que le tempérament de nos activités est comme légèrement différent et la manière dont on va rejoindre des publics est clairement différente que l'université. Donc, quand on a mené des projets au niveau des archives, c'est qu'on a décelé un besoin déjà pas mal d'années avant et on a travaillé avec des partenaires universitaires pour convaincre les communautés, ou du moins des partenaires clés, comme on aime les appeler, des aînés ou des stages dans la communauté, des gens qui sont écoutés dans la communauté pour rabâcher énormément le travail et sur différentes tables, plateformes. Au niveau de l'augmentation d'intérêt du public ou du bénévolat, c'est certain que la relation qu'on a eue avec la cité universitaire et l'historien Michael Popiansky a permis d'arrimer de l'intérêt de projets et d'assistants de recherche, etc., qui ont travaillé sur le projet. C'est sûr qu'on doit jouer de beaucoup de sensibilisation pour les ramener à la réalité archivistique et à toutes les normes auxquelles on doit obéir et qu'eux aussi doivent obéir et comprendre. Donc, il y a beaucoup de sensibilisation qu'on fait. L'autre aspect, c'est que ça, c'est peut-être une particularité, je pense que d'autres communautés doivent l'avoir aussi, c'est qu'on arrive en ce moment sur une transition organisationnelle on appellerait en entreprise, c'est-à-dire que les fondateurs sont en train de partir. Là. Donc, les communautés ont été fondées dans les années 70, à peu près 60, et là, les fondateurs sont en train de disparaître. Donc, on a un changement de paradigme dans le sens où les fondateurs sont plus capables de communiquer la mémoire des organismes, et donc les organismes, pour perdurer, doivent continuer à transmettre leur mémoire de manière autonome. Pour faire ça, elles doivent avoir des mécanismes de mémoire et de préservation du matériel. Excusez-moi, c'est vraiment pas grave. Du matériel. Et là, les archives rentrent en jeu. On a vraiment, donc, en fait, presque une carte blanche parce que les organismes sont en train de fêter leur 50e anniversaire à chacun leur tour. Et là, il y a un aspect intéressant pour leur dire, créez votre histoire, triez vos archives. Et là, ils sont à l'écoute parce qu'ils ne connaissent rien, malheureusement, dans ce domaine-là. Donc, ils sont beaucoup plus à l'écoute de ce qu'on peut leur dire et beaucoup plus ouverts aussi à travailler avec eux parce qu'on va leur amener à la fois une expertise et à la fois de la valorisation. C'est un peu tous ces ensembles-là qui nous permettent en fait d'agir plus facilement et c'est beaucoup de discussion et de présence. Je ne peux pas vous cacher que le changement, c'est qu'il faut être présent à toutes les tables, à toutes les rencontres et rabâcher les mêmes problématiques pour eux. Ouais. Merci beaucoup, Alexandre. Peut-être, Denis, je pense que tu avais une autre question, si tu veux la poser. Oui. It's a question for Anna, because we actually modeled our database kind of according to what you guys have done. And so my question is, do you exclude traditional published materials in your acquisition policy? Like, for example, like I find that there are when there are things that are published that with Franco-Albertan history, for example, it's a pretty esoteric subject, really, so it's harder to find materials. Like sometimes it'll be an article within a book
written by a historian, but it's hard. It's not always accessible through library searches or whatever. So there's also like the reports from conferences, things like that aren't as common. Do you expand your acquisition for that, or do you strictly stay within the gray literature? We stay within the great literature criteria, but QuestScreen also hosts a bibliography of works on English-speaking communities in Quebec and related minority issues in Canada and abroad. So that is a second resource. It's a separate tab on the QuestScreen website, which I will put on the chat. But we don't have it's not a full text resource. It's just a citation. Because do you use the same? We use the same Kirko web application, yes, but without the full text, because with the full text you have to have a distribution agreement with the partner, and that is the copyright laws will not allow that. Right. Okay. Thank you. Thank you, Anna. I think one person also, Amélie Dugas, wanted to know if for all those materials that has been digitized, if you keep the originals. Est-ce qu'il y en a qui voudraient peut-être donner une réponse là-dessus? De notre côté, on garde les originaux. C'est surtout dans un aspect de diffusion puis de préservation qu'on fait des numérisations. C'est arrivé dans certains cas que la famille voulait garder leur album photo avec raison. Donc, il y a une entente qui, au moment où l'album n'aura plus nécessairement de personnes qui veulent conserver dans la famille, ils seront, ou au décès de certains individus, ils seront légués au CRCCF, mais en attendant, on a les numérisations qui nous permettent d'utiliser le matériel entre-temps, mais on conserve tout, nous on ne jette pas ce qui a été numérisé. En fait. Merci beaucoup, Christine. Je me posais la question tout à l'heure dans ta présentation, tu disais qu'il y avait, je pense que vous faisiez les métadonnées, mais j'imagine que les familles vous arrivent aussi avec leur propre description. Comment est-ce qu'on fait la fusion des deux? On essaie un peu de faire les deux. Donc, souvent, on met les inscriptions entre guillemets avec inscription à l'endos. Donc, on s'assure de conserver exactement ce qui a été partagé par la famille, puis l'information qui est un peu dans le contexte, surtout quand c'est des albums, puis que ce n'est pas des collections de photos qui sont un peu disparates. Les albums aussi, on a fait l'exercice de numériser les pages complètes pour avoir un peu le contexte de comment les photos ont été arrangées pour vraiment comprendre si elles sont non seulement des avoirs dans une ordre avec les cotes, mais qu'on puisse voir comment le propriétaire les avait arrangées dans l'album, puis l'importance qu'il apporte à certaines choses. Puis souvent, il y a des inscriptions aussi dans, c'était surtout de ces albums noirs, là avec des petits... très traditionnels dans l'album. Puis, donc, il y a souvent du texte décrit en marge. Donc, ça aussi, on essaie de rapporter tout ça là, dans notre base de données pour nous permettre d'aller vraiment identifier puis permettre d'identifier. C'est certain que de ces photos-là, on n'a presque aucune information parce qu'il y a comme une génération qui nous manque là, pour avoir vraiment l'information, mais c'est vraiment là, dans l'optique de décrire le plus possible. Puis là, on explore les possibilités là, de vraiment faire des contacts au grand public pour un peu décrire. Dans la première phase du projet, on s'était beaucoup penché sur les questionnements qu'on avait avec les photos, puis on avait établi un document, puis il y a des questions là, dans la base de données
à demander aux donateurs ou à des gens qui venaient là, des mêmes quartiers, surtout en termes de lieux ou qu'est-ce qu'on voit comme paysage. C'est pas la toponymie a changé énormément depuis les années 50 à Ottawa, donc c'est pas toujours évident, surtout pour les jeunes archivistes ou ceux qui viennent pas nécessairement d'Ottawa, de vraiment pouvoir identifier les lieux. Donc, on essaie là, d'être le plus complet possible dans nos descriptions pour à la fois aider les chercheurs, mais aussi les archivistes dans leur travail. Merci beaucoup, Christine. Je peux voir ça. C'est intéressant de voir les photos. Patrick, tu as la main levée. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont la main levée et que je n'aurais pas vu? Non, mais si je peux me permettre une question, je vais en profiter. Merci beaucoup tout le monde. C'était vraiment très intéressant, très varié comme projet. Je me demandais, quelques-uns en ont parlé, puis effectivement, évidemment, même ce genre d'événement-là aussi, c'est fait pour diffuser puis promouvoir l'accès à vos collections. Puis vos partenariats, évidemment, c'est très, très important aussi. Ceux qui sont à l'intérieur de l'université, j'imagine qu'il y a des moyens de communiquer avec les étudiants, les chercheurs, tout ça. Est-ce qu'il y aurait d'autres avenues qu'on n'a pas, qu'on a passé un peu vite? Comment faites-vous pour promouvoir, à part ça, vos collections? Est-ce que c'est possible, par exemple, Société historique de Saskatchewan, est-ce qu'il y a un lien avec la province? Est-ce que c'est possible de chercher ces fonds-là à l'intérieur des sites web de la province? Est-ce que dans les universités, vous faites aussi du outreach, des idées comme ça? Ben, nous, dans notre cas, le rayonnement, j'en ai parlé un peu là, par rapport il y a des professeurs qui sont intéressés là, à impliquer nos collections de photos de famille dans leurs cours, un peu pour initier là, les chercheurs, les étudiants à ces documents d'archives-là qui sont peut-être pas toujours évidents comme source là, à utiliser. Puis moi, une grande partie de mon travail, c'est de faire justement des présentations sur ce genre de projet-là pour le partager. Il y a une exposition aussi qui est prévue là, dans la phase 3 du projet, donc qui nous permettrait là, à la fois dans notre salle d'exposition ici au CRCCF, mais aussi une exposition virtuelle. Donc, ça nous permet un peu de partager ces images-là avec tout le monde. C'est certain que le partenariat avec la Maison de la francophonie nous permettait d'établir des liens puis des partenariats avec la communauté qui n'auraient peut-être pas été aussi évidents d'un autre sens. Je pense que c'est vraiment là, ce lien-là avec la communauté qui est important dans ce projet ici. Puis, vraiment, c'est de continuer les prochaines étapes. Là, si on explore la possibilité de d'autres quartiers francophones d'Ottawa, on explore avec d'autres sociétés d'histoire ou d'autres groupes d'intérêt francophones dans d'autres quartiers pour justement là, partager ce qu'on a fait dans la basse-ville pour ensuite aller peut-être à Orléans, puis de voir ensuite comment on peut s'étendre dans tout l'Ontario français finalement. Ici à Moncton, on a quand même plusieurs archivistes employés qui viennent de différentes régions de la province acadienne francophone, du Nouveau-Brunswick comme exemple. Fait qu'on a ces contacts-là avec la communauté que moi, j'ai conservé malgré que je suis parti depuis plusieurs années. J'ai quand même mené plusieurs recherches dans ma région natale. Fait que et la famille et tout ça, tu vois. Fait que je maintiens ces recherches, je maintiens ces contacts pour continuer à acquérir de nouvelles collections. Puis maintenant, avec, par exemple, l'appareil pour numériser nos films, c'est plus facile si on a une offre pour un don d'un film, d'offrir en retour une copie numérique, numérisée de ce film, tu vois. Dans les derniers 15 ans, j'ai déjà eu des offres, mais rien pour en retour. Fait que c'est des gros changements qui sont
tout de suite au centre. Ce sont des bonnes années qui commencent. Merci. Est-ce qu'il y avait quelqu'un d'autre qui voulait rajouter sur la question de Patrick? L'aspect catalyseur d'agir comme un catalyseur dans le ou les groupes qu'on touche, bien sûr, là, au niveau des champs d'intervention de la communauté est vraiment fondamental. C'est-à-dire on se positionne vraiment comme un service d'appui à la communauté, quel qu'il soit. Donc ça peut paraître étrange, mais on est là vraiment pour les appuyer dans quelques démarches que ce soit. Donc là, on va essayer de capter les énergies. Je le disais tout à l'heure sur la session des jubilés, les premiers jubilés pour une coupe d'organismes, c'est un catalyseur. Donc savoir comment on va leur demander qu'est-ce que eux ils font et comment on peut les aider. Et là, on va leur dire, ben, nous, notre intérêt, c'est d'aller conserver ce matériel-là. Et on va leur poser la question de où est-ce qu'ils vont le conserver, s'ils veulent le conserver définitivement ou pas. Et en général, c'est une question redondante. Bien sûr qu'ils ne vont pas dire, on va le mettre à la benne. C'est sûr qu'ils ne vont pas dire ça. Donc, d'un coup, là, il y a une discussion qui se fait et on s'adapte à leur activité. On va leur proposer des mécanismes, comme disait aussi Christine, on a du matériel virtuel, on peut exposer de manière virtuelle. On a un site web mémoire pour amener une sorte d'album photo communautaire, des choses comme ça. Mais l'idée, c'est de s'adapter aux besoins. Donc, on a une communauté qui va vouloir faire un site web avec des photos d'archives. Elle va intégrer à la fois l'expérience de l'information avec l'histoire. Bon, on va voir comment on peut aider. Un autre, on va faire des expositions au parc Wascana, en plein centre une année de Winnipeg, un parc en plein centre de Winnipeg, et on va créer des photos en immense et on va pouvoir les exposer avec des partenariats à droite à gauche. Enfin, c'est assez varié. Au niveau des archives provinciales, c'est un partenariat, c'est un peu délicat pour nous parce qu'ils détiennent encore aujourd'hui beaucoup des archives francophones, du fait juste de l'histoire de comment elle est. Au niveau de Radio-Canada, ce que du coup, Denis et Lucien en parlaient, je sais que d'autres, là, c'est aussi un grand détenteur d'archives des communautés minoritaires. Non, j'ai pas tordu le bras là, en vrai, là, mais c'est juste que il y a un partenariat donnant-donnant dans le fond. Le Radio-Canada vient souvent nous voir. En plus, on a le centre de formation Radio-Canada CBC à Regina. Donc, on a beaucoup de jeunes que vous voyez après, là. Ben, ils sont tous passés ici à un moment donné, donc on connaît bien leur nom. Du coup, à ce moment-là, on est donnant-donnant. Ils viennent chercher des informations, que ce soit à large sur la communauté, bien plus loin que l'histoire d'ailleurs. Et là, ben, de l'autre côté, on va leur demander du travail. C'est pas évident, on jongle avec la procédure, mais ça fonctionne avec beaucoup de technicité de la part de leurs techniciens aussi et de leurs journalistes. Je dis pas que... mais ça permet de rentrer. L'idée dans tout ça, c'est de créer des antécédents et tout doucement de rentrer et de continuer au fur et à mesure. On espéra que ça fera des petits. Et après, ça peut être plus compliqué de travailler effectivement avec des archives de la majorité et de quelques communautés que ce soit aussi. Ça, par contre, c'est beaucoup plus complexe. Mais il y a des ouvertures. Il y a beaucoup d'ouvertures de la francophonie, par exemple, au niveau des mécanismes qui sont déjà en place. Au lieu d'en créer des nouveaux, ben, s'adapter à ce qui est déjà en place. Merci, Alexandre. Je sais que le temps file, puis c'était vraiment intéressant. Il nous reste encore quand même du temps pour une ou deux questions. Est-ce qu'il y avait quelqu'un qui était intéressé? Je regarde les messages sur le côté. Est-ce que je rate des choses? Patrick? No, I guess I was interested in the sustainability of, in various aspects of the sustainability of the project, either because it's the digital format or even when I'm thinking of the gray literature, how it's not like a project in and out itself that has an end. It's a database. So how do you make sure? I know that you were talking about, Anna, you were talking about finding additional funding, but how do you see that also with the organization that have a license with you? Well, the agreement does not have an end date. So it's as long as the partners are willing to share their documentation with us, it's okay. So it doesn't have a termination date. So it can continue sustainability in the sense that
finding the funds to gather and catalog the material. So we, because we, at QuestGreen, we're two people, we're two colleagues, me and another colleague. We sort of do, you know, we're always looking for potential material that should go into SEQL. The partners themselves suggest, you know, usually at the end of their fiscal year or at the end of a project, they will say, okay, you know, we have material that should go on SEQL. So it's a growing, and the aim is to make it as complete as possible. So but for that, the funding is required to maintain a certain, you know, number of hours of work per year so that you can keep the collection growing. Because there's no issue with the server, the space in a server, because it's at Concordia, and there is no issue with the partners because the partnerships are there for as long as the partner is willing to. But you know, as everybody here knows, funding is always or the issue. But there is one question in the chat that says, is there actually a physical library with books in your center? No, there is no, we do not have a library in our center. We only have the SEQL is basically the only resource that we can offer that is fully text available. Otherwise, we don't. And there are certain documents that are produced by QuestGreen that are on the website, and those are available for free. So I think that answers that question. Thank you. Thank you, Anna, and thank you for pointing that question. I missed it in the chat. Patrick, I'm just thinking, well, I know that we're getting closer to the end. Is it possible for people who would want to follow up on those conversations with the panelists to do so, and how should they do that, Patrick? Of course, they can. I'll post our email address, and I can make the connections in between the people. I think I know almost everyone in the participants list. If not, I will search. So really happy to help you out to further collaboration. Merci, Patrick. Donc, je vais prendre la dernière minute qui reste pour remercier chaleureusement, très chaleureusement, Alexandre, Christine, Anna, José, Robert. Vraiment, c'est intéressant. J'espère qu'il y aura des fois on dit ça, là, des petits, dans le sens que j'espère qu'il y aura d'autres occasions pour vous de continuer à réseauter sur ces projets-là, parce que vraiment, il y a beaucoup à apprendre, puis la diversité. Je vous remercie encore de vous être rendu disponible pour pouvoir faire ce panel-là. Et je vous remercie pour tous ceux qui sont venus puis qui ont pris part, là, puis qui ont posé des questions aussi. Et merci énormément. On va partager tout ça avec vous. Ça a été enregistré. Donc, Patrick, quelqu'un qui voudrait puis qui l'aurait raté pourrait quand même le voir. Oui, ceux qui ont manqué de son au début, je pense que c'était Maurice, tout ça. Je vais partager le lien avec tous les gens qui étaient invités, puis communiquer avec moi. Si vous n'avez pas le lien, je vais vous l'envoyer éventuellement. Puis, merci. J'en profite pour dire une dernière chose, parce que j'ai envoyé à des membres du réseau des bibliothèques et des archives une invitation pour parler du prochain panel qui va avoir lieu en mars. Vous allez voir, je vais vous envoyer un gentil rappel pour ceux qui avaient déjà eu mon courriel. Puis pour ceux qui ne l'auraient pas eu, puis qui ont des idées en termes de, on veut parler de diversité et inclusion, mais l'approche, quel angle on doit aborder, bibliothèque, archives. Donc, il y a quand même
des similitudes et aussi des enjeux qui sont différents pour les uns pour les autres. On veut s'assurer qu'on couvre bien les angles. Donc, s'il y a des gens qui sont intéressés, soit ils connaissent quelqu'un qui serait intéressant pour un panel, ou bien non, veut participer à une rencontre qui va ne demander qu'1 heure de votre temps avant les fêtes, peut-être avec un petit verre, simplement pour nous dire à peu près qu'est-ce qu'ils verraient, qu'est-ce qui serait intéressant pour leur communauté. Veuillez nous envoyer votre intérêt. Là, je pense qu'il y a déjà quelqu'un qui a mentionné, qui a manifesté son intérêt. Mais du côté des bibliothèques, on aimerait ça en avoir aussi. On n'a pas eu la chance. Donc, soyez pas gênés, ça va nous faire plaisir. Puis c'est juste 1 heure de votre temps pour pouvoir bien aligner les discussions puis avoir un panel aussi intéressant puis diversifié qu'on a eu aujourd'hui. Donc, sur ce, je vais, on this note, I will wish you a nice end of day filled with joy and happiness, no less. Donc, je vous souhaite une bonne fin de journée remplie de joie et de bonheur. Puis, on s'en vient bientôt au mois de décembre. Donc, happy holidays to everybody. Joyeuses fêtes à tout le monde.